Avril 2014. Nous étions tous les trois autour de la table de praticiens. Alexis nous formait comme il se doit aux bases du métier de guérisseur. David, imperturbable et calme, écoutait avec grande attention les savoirs secrets que notre maître nous divulguait. Nous devions apprendre les bases du nettoyage énergétique, afin de ne pas rendre malades les futurs patients. Alexis avait appris lui-même avec un grand maître, et à présent, il nous avait choisis, et nous l'avions choisi, pour continuer le travail de lumière, dont on allait connaître les secrets. Tous ces gestes importants qu'il nous apprenait, afin de guérir, ne suffisaient pas à eux-mêmes. Nous devions être en prière, en amour, donner cela à l'autre, croire à ce miracle. Je trouvais cela bien difficile, de devoir aimer des gens que l'on ne connaissait pas. Et la prière importunait David, qui ne croyait pas au divin. Selon lui, il avait toujours été athée. Pour autant, il changera d'avis plus tard, même si tout comme moi, il n'aime pas mettre de religion sur la guérison. Tout cela relevait de force au-delà de tout ce que nous connaissions jusqu'à présent. Il y avait des guides de lumière, des anges, qui passaient par nous pour donner le miracle. Ils nous envoyaient l'énergie du divin. Nous étions leurs canaux, et la première leçon à connaître était celle-ci. Lorsque nous magnétisions, nous devions être purs de toute pensée néfaste, afin d'être un bon canal, et ainsi recevoir une énergie divine de qualité. Cette énergie arrivait en tout particulier par notre chakra coronal, celui placé en haut du crâne. Nous avions appris à recevoir cette énergie, et depuis ces quelques mois passés d'entraînement, nous avions pu nous exercer à apprendre par divers supports le travail de guérisseur. L'écriture à mes guides pour ma part s'était bien affinée. J'avais organisé tout un rituel pour cela. Une bulle de protection visualisée autour de moi, une bougie et un encens. Cela me permettait, à mes débuts, de me mettre en phase avec ce que j'appelle les astres et moi-même. J'avais travaillé avec les chakras, les couches auriques et bien sûr la radiesthésie. Mon pendule était mon outil premier, celui qui me permettait de vérifier les rotations des chakras et de les équilibrer, mais aussi de pouvoir pour David communiquer avec ses guides d'amour. Il ne souhaitait pas écrire, il préférait développer sa clairaudience. Et lui, il pouvait avoir de grandes conversations avec eux. Son rituel à lui était donc la méditation. Nous grandissions ensemble, lui et moi, et je lui vouais un amour fraternel particulier. Tout comme pour Alexis, je ressentais les papillons avec eux. Je ressentais quelque chose qui s'allumait en moi lorsque je pensais à eux, lorsque je me plaisais à rester des heures avec eux au cabinet ou sur Messenger, où nous étions constamment en communication. Tout comme moi, David avait été le patient d'Alexis, et il s'était reconnu. Il avait trouvé sa carte, et c'est ainsi qu'il avait pris rendez-vous. Mon ex-mari détestait que je me retrouve avec eux. Il jalousait cela, car il savait que plus le temps passait, plus il me perdait. En réalité, il ne les détestait pas à eux, mais il détestait cette situation, le fait que notre couple partait à volo et que je passais beaucoup de temps avec eux. Évidemment, à l'époque, c'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Je me sentais offusquée, frustrée par cela. Et je me disais que même en cela, il ne me soutenait pas. Au contraire, il détestait. En réalité, c'était plus fort que moi. J'avais ce besoin accru d'aller partager avec eux mes dons et développer les ressentis de mon âme.
Cela me rassurait de ne pas me sentir seule face à ça. Des gens d'extérieur avaient même cru que j'étais amoureuse d'Alexis et de David. Et je comprends à présent la jalousie que pouvait éprouver une personne qui ne connaissait pas l'amour d'âme. Il n'y a rien d'humain, de désir charnel, rien de cela, juste une vibration qui démarre au fond de vous et qui s'ouvre à leur contact. Je les aimais d'un amour fou. À mon frère, Ange David. C'est un être aux yeux clairs et au regard franc. David avait dans ses yeux le regard juste sur la vie. Il vivait avec ses réflexions, grand sensible, au cœur tendre. Il n'en était pas pour autant une frêle personne. Au contraire, lorsque nous sommes dans son sillage, on se sent protégé, écouté, auprès d'un homme qui porte la lumière en lui, la confiance et l'attention. Empathique et généreux, être près de lui est un cadeau. J'ai toujours aimé David, mon frère de cœur. Il nous a fait rentrer dans sa vie sans aucun jugement, faisait qu'avec lui, aucun masque ne se portait. Je lui ai confié mes plus grands secrets émotionnels, alors que je ne le connaissais qu'à peine. En tout cas dans cette vie, car nous nous connaissons depuis toujours. Je ne m'en souviens pas, mais je le ressens au plus profond de mon être. Il est doté d'un humour sarcastique et ironique. Il fait toujours rire, et j'ai vécu avec lui mes plus belles tranches de rigolade. Sa femme est charmante, ainsi que ses 2 anges. David est là pour moi. D'ailleurs, lui et sa femme le sont tous les 2. Leur bonté est grande, je ne souhaiterais jamais les perdre. J'ai été accueillie dans leur maison du bonheur tellement de fois. Combien de fois où j'étais mal. Cela me manque, mais je sais que même si à présent nous nous voyons moins, l'amour est toujours fou entre nous. L'amour d'âme ne s'éteint jamais. Il aura essayé de me protéger, envers et contre tout, m'aura ramenée à la raison 1000 fois, mais aussi m'aura montré qu'il savait se retirer et me laisser vivre mes propres expériences de vie. Le plus beau cadeau qu'il ait pu me faire est de croire en l'illogique, en mon don de médium et en ma foi, lorsque tout montrait le contraire en ce qui concerne le fameux lui. C'est mon grand frère d'âme et je l'aime. Avril 2019. Pensée du jour. À l'heure où je m'étais tentée de devenir ce que je suis sans artifice, sans plus de sophistication, sans maquillage, habillée confortablement comme je le souhaitais, je me rendais compte que ce n'était pas encore tout à fait ça. Le monde de la beauté m'avait battue, que je suis naïve de croire que je me sentirais mieux ainsi. Je pensais qu'en étant personne, c'est-à-dire moi-même, je me sentirais plus à ma place dans ce vaste monde où l'illusion est au programme. Je pensais que j'arriverais à être moi simplement, et que malgré cela, je brillerais. J'attendais encore l'approbation de l'autre, la distinction. Je ne suis encore que toute petite, besoin de l'autre pour être jugée, avec un masque qui n'est pas mien, et que tout le monde porte pour se sentir à l'image de ce que l'on croit qu'on attend de nous. Mais pourquoi je n'arrive donc pas à être moi dans ce monde? Et j'y ai plusieurs réponses probantes. La première, c'est que je ne suis pas prête à m'accepter telle que je suis, c'est-à-dire imparfaite, pas au goût de l'autre qui vit dans les apparences et de ce que nous dicte notre propre société. La seconde, c'est que la société est bien trop compromise par des idées corrompues, par la télévision, les médias, Internet, etc. La recherche de l'excellence, la recherche du toujours plus pour combler le vide, qui ne le sera point par l'extérieur. Tout cela, je le sais. Pour autant, je ne le pratique pas encore, et cela me rend triste de moi. Cela me rend morte de l'intérieur.
je me refuse encore à m'aimer en bannissant le besoin de me rassurer. La troisième, c'est que si je bannis le besoin de me rassurer, alors je renie. Si je renie, c'est que je ne règle pas le problème. Je le range juste dans un coin où je suis certaine qu'il sera bien, mais pour autant, il pourra ressurgir un jour. La quatrième est que si je rassure ce besoin d'être rassuré, cela ne marchera qu'un temps, car je n'agis pas à la source du problème. Juste je brasse du vent, en lui envoyant de l'amour, en m'acceptant et tout ce qu'il y a de néfaste en moi, et patati et patata. La cinquième, c'est que cela est la première étape pour commencer à entendre mes émotions face au monde d'illusions et rassurer la part de moi qui souffre. Si je veux vraiment trouver la source, un travail en profondeur est nécessaire. La sixième, c'est que pour faire un travail en profondeur, il me faut absolument savoir, sentir ce qui se trame en moi, ce que j'essaie de faire, mais mes égos distincts qui me protègent de moi-même pour ne pas souffrir, sont encore plus forts que moi. Ils usent de pirouettes afin de me ramener par des sous-émotions qui m'empêchent de travailler à la source pour de bon. La septième, oh purée, tout ce que mon cerveau débite à la seconde, c'est incroyable de savoir autant de choses sur mon mécanisme interne sans pour autant être capable de faire le véritable travail. Pourquoi ? La huitième est pourquoi je pense que je dois absolument trouver la source pour guérir. Là, je sens déjà mes égos me dire « Oui, ça fait souffrir. Regarde, tu es en dépression. Reviens à la surface du monde d'illusions. Vite !» La neuvième, je ne sais plus où j'en suis, ni quoi faire. Je sais que j'ai besoin d'être moi. C'est un besoin. Et pourtant, cela me demande le sacrifice. Le sacrifice de me sentir encore plus jugée et moche, et non au reflet de l'attendu de ceux qui me connaissent comme avant. La dixième, je viens de me repréparer comme avant, et de nouveau, j'ai des complexes, mes rides, ma jeune vieillesse qui commence à s'affirmer. Le regard de mon homme sur toutes les femmes et sur la sexualisation de la femme. Le regard de tous ceux qui sont autour de moi, de toutes ces personnes qui rendent la femme objet, et de toutes ces femmes qui se laissent être objet. J'ai peur de sauter le pas. Mes amis ne me regardent plus comme avant, et pour autant, personne ne me trouve moche, mais ils sont complètement déboussolés d'entrevoir le changement en moi qui leur ferait si peur à eux-mêmes. Le comportement de l'humain est terrible. On ne veut pas souffrir. Mais est-ce vraiment le mal de souffrir ? Je suis certaine que non. Sentir le mal en nous, c'est s'ouvrir à soi, autant que d'y sentir le bien, bien sûr. Souffrir, c'est aussi s'aimer. Alors j'essaie de m'aimer, mais pour autant, je ne travaille qu'à la surface, et cela me perturbe véritablement. Je me demande qu'est-ce qui peut bien se cacher à l'intérieur. Un monstre noir, aussi puissant que le serait la puissance de mon âme ? Ou n'est-ce que l'âme est son côté laid que l'on refuse de voir ? Si cela était l'âme, alors ce serait le tout. Nous savons que l'âme est le tout. Pourtant, je vois bien que nous pensons tous qu'elle est parfaite comme au monde des bisounours. Mais n'en serait-il rien ? Elle serait juste ce que c'est ? Porterait-elle aussi nos troubles les plus profonds ? Je vais donc creuser cette théorie. Merci à vous tous de m'avoir aidé à y voir plus clair. Non, je ne suis pas schizophrène, ou alors je le suis de façon assumée, car je parle là aux différentes parties de moi. Juillet 2014. L'homme aux 1000 visages. Tout commença un certain été. Il y avait comme déjà depuis quelques mois un soupçon de changement. Un destin incertain mêlé à la peur de quelques certitudes en moi auxquelles je m'appliquais à tourner le dos si souvent. Depuis longtemps s'amorçait en moi le grand changement de saison, le chemin de l'ego. Mais celui-ci
me donnait beaucoup de fil à retordre. Je devais ainsi continuer mon ascension afin de changer définitivement de vie. Nous étions tous, les uns sur les autres, dans cette salle jaune-orangée où la climatisation manquait alors. C'était un été qui débutait chaud et l'installation débloquée. Ce qui était très difficile pour moi à gérer étaient mes dons de vue qui continuaient de s'accentuer. Je voyais des esprits partout autour de nous, les guides des autres, les miens, les démons, que je devais supporter toute la journée. User du pendule ici pour nettoyer tout cela ne servait à rien, car aussitôt tout revenait. J'avais même appelé Alexis et David à la rescousse, afin qu'ils m'aident à faire un peu de ménage énergétique, mais rien à faire. Alors, j'acceptais la chose. Cette formation était la plus importante à mes yeux. Je devais avoir mon diplôme d'animatrice. Je le devais, et déjà, j'avais dû annuler la première fois, pour raison de pneus crevés, doublés de non-facilité de paiement dans un autre organisme. Alors j'avais atterri ici. Tout s'était joué en quelques jours à peine. Nous étions en travaux de groupe avec une vingtaine de personnes venant de tous horizons, réunies ici pour le même but. Nous étions là depuis de longues heures, et pourtant tous dans la bonne humeur. Soudain, 2 personnes firent irruption dans la salle, 2 hommes complètement différents. L'un, criant le poing levé et rempli de dynamisme et de bonne humeur, « Nous venons pour les Jeux Olympiques !» Il respirait la bienveillance et paraissait beaucoup plus jeune malgré qu'il devait avoir 10 ans de plus que le second homme. Ils nous disent ensuite que la formation d'à côté était en péril et qu'ils étaient des inspecteurs pour vérifier que les animations qu'ils allaient nous proposer étaient réglementaires. Le deuxième homme, qui avait l'air beaucoup plus sérieux, devait être l'inspecteur difficile. Un peu pince sans rire, il avait tout de même belle et fière allure. Son attitude responsable n'enlevait en rien le charme de ce grand brun sûr de lui. Les autres stagiaires d'à côté nous ont rejoints et nous composions alors des équipes afin de participer aux Jeux. Nous sommes descendus dans le parc et alors se joua une franche partie de rigolade. Bien entendu, il n'y avait pas d'inspecteur, cela était un imaginaire posé afin de nous motiver à venir participer aux Jeux pour que les 2 formateurs puissent évaluer le travail donné. Cela s'appelle la dramatisation. J'y reviendrai, car c'est un art qui est entré dans ma vie pour ne plus jamais en sortir. Lors du grand jeu de ballon, le grand formateur au regard ténébreux m'avait enserré pour m'empêcher d'attraper le ballon. J'avais senti cela très agréable et dangereux pour moi, qui est une fleur si bleue, et de plus des plus fidèles, même si mon mariage se décomposait sûrement. Après ma formation, il m'avait contacté, afin que l'on travaille ensemble sur un projet commun. Il souhaitait développer son club de sport et mes diplômes dans la petite enfance lui auraient permis que j'encadre des stages d'arts martiaux pour lui, voire animer des cours de baby judo pour les activités périscolaires ainsi que pour son association. Je savais qu'il me recontacterait. Je l'avais su au premier regard. J'avais perçu un truc puissant. Mais comme d'autres l'avaient aussi perçu, je me suis dit que je n'étais pas l'exception, seulement une parmi tant d'autres, et cela se vérifia d'ailleurs. En faisant fi de cela, je pouvais tout de même le sentir, il était l'homme aux 7 colonnes. Je n'avais jamais vu cela auparavant, et son système aurique était une énigme. David et Alexis ne connaissaient pas du tout cela non plus. Il avait fait son apparition sur notre formation 3 jours plus tard. L'autre stage était terminé et il allait finir la semaine avec mes formateurs. Il était entré, en short, marcel et tongs, de façon très nonchalante, pour conduire un cours sur la réglementation. Il nous avait demandé de mettre une pancarte avec notre prénom, afin de mieux les apprendre. Il parlait de réglementation comme on parle de poésie. On sentait en lui que cela lui parlait, lui tenait
réellement à cœur. Octobre 2015. L'homme aux 1000 visages s'avançait vers nous, le regard grave. Il avait dans sa pâleur d'hiver les traits tirés de la réflexion, de quelques nuits, à se compter, des plans acérés, aux diverses connexions. L'homme aux 1000 visages s'avançait vers nous, le regard grave. Il avait dans sa pâleur d'hiver les traits tirés de la réflexion, de ces quelques nuits à se compter des plans acérés, aux diverses connexions. Par ses 6 degrés, il descendait de sa Kawasaki en jean et t-shirt, avec un sac à dos qui ne le quittait presque jamais. Il rêvait depuis toujours de constituer une équipe. Nous l'attendions bien assidus, Flavie et moi, au pas de sa porte, tandis que les autres arriveraient sur le tard, comme d'habitude. Nous étions tous dans une démarche de créer des choses et d'accomplir d'une nouvelle façon notre vie. Et il avait su nous trouver, tout comme nous avions su reconnaître en lui le connecteur. Il nous avait rencontrés chacun, séparément, et il nous avait rassemblés. On avait tous une histoire particulière avec lui. La mienne était simple ou compliquée, cela dépendait des fois. De ma foi aussi. Nous étions à l'heure où débutait la réunion, et nous étions tous hallucinés de la façon dont vivait cet extraterrestre. Sa chambre ressemblait à un bureau géant où il tenait à faire entrer des tonnes de paperasses. Je me demandais comment il faisait pour trier ses classeurs jonchant le sol, ces 1001 tas de papier photocopiés en grosses piles étalés de façon qui semblait être un labyrinthe pour nous, mais une organisation pour lui. Des tonnes de bouquins prenaient place dans sa bibliothèque. Des piles de Pise de part et d'autre de son lit, cachées sous des magazines. Dans son salon, de longues planches sur tréteaux ne laissaient pas même place à un coin pour s'y installer. Les piles de diverses tailles, tantôt en quinconce, tantôt en carton, fines ou épaisses, venaient aussi décorer le paysage de sa grotte. Je dis grotte car les volets sont rarement ouverts ici, de ce que j'ai pu voir les fois où je suis venue. À première impression, on se demande où est-ce qu'on a atterri et s'il y a vraiment des personnes qui vivent ici. Lorsque l'on arpente le personnage, alors tout prend son sens. Nous comprenons que cela fait partie de son grand plan, que tout a son explication et que ce rangement ressemble très portrait au contenu de ses schémas mentaux. Le moment venu de comprendre viendra tôt ou tard, disait-il. Le puzzle, mes amis, le puzzle. Cet homme s'appelait Mercure. Il est très difficile pour moi de vous donner le tempo de Mercure, car c'est une personne que l'on ne peut voir. Pour percer en lui, il faut arriver à pénétrer le mur qu'il a dressé autour de lui. Voilà ce que j'ai appris. Regard franc, noir ébène, on peut s'y perdre dans sa profondeur, si on ose y voir à l'intérieur. Il est presque d'un autre temps, pas vraiment là, lorsque ma vue regarde une de ses photos. Son être semble être presque invisible, comme un hologramme mal imprimé. Lorsque l'on regarde sa photo, on ne peut point le décrire. Pourtant, lorsque nous naviguons dans son sillage, il est l'homme aux 1000 visages. Tantôt dru et sec, tantôt doux et empathique, Mercure ne se laisse pas approcher de son vrai soi. Il ne laisse l'autre entrer que là où il l'a décidé. Intrépide et ingénieux, il a un regard sur le monde plein d'intelligence et de curiosité. C'est un être qui ne juge jamais et qui accepte l'autre dans son originalité. Il ne se penche pas sur ce qu'il y a au fond, mais sur ce qu'il perçoit. Il vit avec un masque et danse avec les masques de la vie. Il va vers l'autre naturellement et se permet de se noyer en eux, car rien de sa personne n'est vraiment dévoilé. Ce n'est pas qu'il cherche à se camoufler,
c'est qu'il est sélectif et maître de lui. Le jour où quelqu'un le perce, il l'applaudira. C'est finalement ce qu'il cherche. Secret. Personne ne peut dire quelle émotion il ressent. Pourtant, il en a énormément. Je suis même certaine qu'il a décidé de les trier comme ses papiers, par casier de sous-casier. Tout est ouvert, rien de vraiment en ordre, posé là. Il y prête attention dans sa globalité, mais pas forcément dans sa profondeur. Doté d'une grande puissance vibratoire qu'il méconnaît, il a une âme puissante et vraie. Je peux la voir au travers de l'être fermé et suffisant qu'il montre au monde. C'est une carapace intelligente. Elle n'a pas les mêmes fonctions qu'un autre possède. Elle ne sert pas à faire croire que l'on est fort. Elle sert à faire croire qu'il n'y en a pas, que l'on est authentique puisque c'est ce qu'il est au quotidien, vrai. C'est justement là où sa fonction diverge. Sa carapace lui permet d'être caméléon. Cela empêche de voir quel est le vrai visage, quelle est sa véritable personnalité. Personne ne peut y répondre. À couvert, il peut migrer de qui il veut à qui il veut en connexion. Cela, de la même manière dont il échafaude les plans. Il peut être drôle, investi, nonchalant, très dynamique, et je pousse le trait jusqu'à l'hyperactivité. Insupportable, dédaigneux, courageux, aimant, bienveillant. Il joue avec lui-même, se délecte de se connaître sous diverses coutures. Il se délecte d'être un être à part. Il est l'élu de Dieu, un prophète venu nous montrer des choses. Je ne les ai pas encore saisies ou comprises, mais je dois apprendre à ses côtés. Je dois remplir ma mission auprès de lui, le rendre à sa lumière, car trop de ténèbres le hantent et attendent dans le crépuscule de l'assaillir et le rendre vulnérable, souffrance. De faire de lui son jouet en lui faisant croire que ses choix sont légitimement pris sans aucun dommage collatéral possible. Je pense que cet être souffre beaucoup, plus qu'on ne le croit, un torturé, un grand blessé.